Alors, bonjour, bonsoir presque à toutes et à tous. Alors, la salle s'est un peu vidée, mais bon, on aura les éléments sur le site du CFMS, je suppose, très bientôt. Alors, lourde tâche de vous présenter cette dernière partie et puis vous tenir éveillé jusqu'à la fin pour vous parler un petit peu des référentiels en matière d'amélioration des sols. Alors, déjà faire un petit tour d'horizon sur les différentes techniques. En fait, ceux qui ont suivi la journée, vous allez pouvoir faire des révisions. La nécessité d'un référentiel, pourquoi, comment on va faire l'évaluation de ce référentiel et les référentiels en termes d'amélioration des sols, ce qu'on peut trouver aujourd'hui en bibliographie, dans les bibliothèques de tout à chacun. Et puis également un petit couplet sur les améliorations de sol en zone sismique et enfin une conclusion. Alors, les améliorations des sols, ça va être en fonction déjà des natures de terrain dont on disposera, et puis de l'ouvrage et, et ensuite du délai et un paramètre à ne pas sous-estimer, qui quand on est dans le bureau, on n'en fait pas forcément attention, c'est les conditions climatiques. Donc vous allez avoir plusieurs éléments dont on a vu dans la journée. Bon, je ne vais pas tout lister, les colonnes ballastées jusqu'à des traitements chaussement que je présenterai ensuite par des diapos plus précises. Alors, déjà, la nécessité d'un référentiel, on pose des questions, pourquoi, comment, etc. En fait, l'objectif d'un référentiel, ça rassure tout le monde. Le maître d'ouvrage, déjà, il sait à peu près ce qu'il va acheter, plus ou moins, ou ce qu'on lui a vendu, ou ce qu'il pense acheter. Ensuite, le concepteur, il aura un outil à sa disposition pour faire de la préconisation, pour faire un prédimensionnement, pour voir si ça peut fonctionner. Et également, ça lui permettra d'ajuster ses pièces marché pour dire ça c'est à la charge d'un tel, ça c'est à la charge de tel autre, de manière à avoir quelque chose qui à la fin qui tienne la route. Et le titulaire du marché ou d'un ensemble de prestations, il a des règles claires pour établir son offre sur le sujet. Le contrôleur technique, lui, il disposera d'un élément qui permettra sur lequel il va s'appuyer ensuite pour donner son avis au maître d'ouvrage. Donc en fait, ça rassure tout le monde et tout le monde est content là-dessus. Alors, quand vous avez un référentiel, des fois on a l'habitude de dire ce qui est écrit dans le document, c'est comme dans du marbre, ça ne se modifie pas, c'est une idée fausse, puisque ce référentiel il va être évalué à plusieurs niveaux. Au niveau du maître d'ouvrage, qui va se rendre compte de ce qu'on lui a vendu par rapport à ce qu'il attendait. Surtout quand il est exploitant, il attendait pas trop de tassement, il attendait des performances qui ne sont pas forcément là, donc il va pouvoir faire remonter les choses, et puis la prochaine fois qu'on va lui proposer quelque chose qui ressemble à ça, il va se méfier. Le concepteur, lui, en fonction des retours d'expérience de ses chantiers, il va dire ok, ça il y a des lacunes dans tel ou tel sujet, donc il faudra peut-être revoir les choses, et ça ne pourra se faire que si le bureau d'ingénierie assure un suivi de chantier. Ce n'est pas uniquement au bureau que les problèmes vont se régler ou se résoudre. Le titulaire, par également force d'expérience, il va pouvoir également mettre dans ses pièces des pièces marché, des ajouts, pour définir les limites de prestation en disant moi je me suis fait avoir sur le chantier précédent, ça je l'exclus ou je l'incorpore dans mon offre pour pas qu'il y ait de problème sur le chantier en question. Et puis le contrôleur technique, lui, peut aussi remonter des informations par rapport à les différents sujets qu'il a eu à traiter. Donc vous voyez, on a toute la chaîne qui est concernée par l'évaluation du référentiel, et quand il s'agit de remettre le sujet sur la table, il ne faut pas hésiter de reprendre les éléments. Et puis, il ne faut pas oublier nos chers assureurs. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle encore ou pas.
c'est que sur ces techniques, en fonction des retours de sinistralité, ils peuvent mettre un frein très fort sur telle ou telle technique, voire exclure de l'assurance certaines de ces pratiques. Donc un référentiel, c'est bien, et puis ça permet de garantir un petit peu je dirais, la qualité globale de l'ouvrage et de faire un suivi également sur la pathologie ou l'absence de pathologie. Alors comme je disais, le référentiel, il faut le faire, on peut le faire évoluer. Donc il y a plusieurs instances qui peuvent être concernées, les fédérations professionnelles, les groupes de normalisation, le CFMS qui est force de proposition également sur un certain nombre de textes qui permettent d'élaborer ces documents. Le plus dur, c'est de trouver les bonnes volontés et puis d'arriver parfois à un consensus sur ces règles sans apporter préjudice à l'une ou l'autre des parties. Enfin, quand je dis l'une ou l'autre des parties, ça peut être le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise, etc. Donc, ce n'est pas chose aisée, hein, c'est des règles qui sont élaborées de longue haleine. Hein. On part des fois sur pas une page blanche, mais sur des techniques utilisées sur tel ou tel chantier, et puis on augmente un petit peu l'expérience, et puis ça permet d'élaborer des documents qui servent ensuite à tout le monde. Donc n'hésitez pas d'aller sur le site du CFMS pour prendre en compte les différentes règles que vous pouvez y trouver. Alors là, je vais balayer quelques techniques ou quelques solutions. Alors là, c'est pour prendre l'exemple et pour donner quelques indications sur des procédés d'injection de résine. Certains sont sous cahier des charges, d'autres ont des procédures d'avis techniques qui sont délivrées par le CSTB. Donc voilà, c'est des exemples d'applications concrètes sur un chantier. Bon, un mur de soutènement qui présente quelques désordres. Vous voyez un petit peu la batterie d'étaiement. Au-dessus, on a une cour d'école. Ici, en bas, on a une coursive. Donc le système est un peu dangereux. Mesure de précaution d'étaiement. Et puis ensuite, on réfléchit à la solution. Alors toutes les solutions peuvent être mises sur la table. Aller faire des reprises en sous-œuvre un peu compliqué. On peut aussi terrasser derrière, faire un allègement du soutènement, remblayer avec, comme l'avait dit Jean-Pierre Sanfratello, je ne sais plus s'il est là ou pas, voilà. Remblayer avec du bloc de polystyrène derrière pour limiter les poussées, etc. Mais enfin, ça condamne la cour. Et puis, d'autres solutions, celle-ci est venue en consolidant le terrain par un système de résine expansive. Alors, vous voyez, il y a toujours plein de solutions, et puis il y a une solution qui va se démarquer par rapport à l'autre, parce qu'elle est plus adaptée dans le contexte en question. Donc les référentiels, il y a des cahiers des charges et des avis techniques. Pour ce qui est des inclusions rigides, vous avez un document qui, là aussi, a nécessité énormément d'énergie, donc sous la présidence de Bruno Simon, avec les recommandations ASIRI qui sont fortement utilisées. Alors, le souci des recommandations, dès qu'elles sont publiées, ça va être tout de suite de voir où est-ce qu'on peut changer, améliorer pour être plus performant que le copain. D'où aussi l'évolution qui est prévue dans ce document pour modifier certains aspects de manière à rendre la chose un petit peu plus fluide par rapport au retour d'expérience que l'on a pu avoir. Bon, les renforcements de sol par colonne ballastée, donc une technique utilisée depuis très longtemps, mais avec un référentiel qui était un petit peu pauvre, puisqu'on vous trouviez les éléments dans le DTU 13.2. Ensuite, il y a eu des recommandations professionnelles qui sont venues compléter à 2 reprises cette technique. Bon, on a plein d'éléments dessus, avec des éléments calculatoires, des éléments de contrôle. Quand vous faites votre calcul au bureau, vous partez avec une colonne de tel diamètre. Ce qu'il ne faut pas oublier, comme l'a dit Serge Borel, je ne sais pas s'il est encore là,
ce matin, il ne faut pas oublier de mettre les bottes et d'aller sur le chantier pour voir ce qui se passe. Quand ici, alors j'ai essayé de pointer, voilà, diamètre de colonne en partie supérieure, diamètre de colonne en partie inférieure. Alors la grosse bagarre entre le géotechnicien qui a fait la reconnaissance de sol, l'entreprise qui dit votre terrain il est meilleur que escompté. Bon, des petites bagarres qui peuvent naître. Des moyens de contrôle donc des diamètres. Bon là, une petite idée d'évider, trancher sur le côté et d'évider la colonne puisque c'est du matériau granulaire. Donc c'est assez facile de dégager le matériau pour voir la cavité qui a été laissée par le ballast. D'autres techniques consistent aussi à escaver directement, à scalper la colonne. Et puis les moyens de contrôle, là j'en ai mis pour la performance de la colonne, là c'est avec du pénétromètre statique, mais après il y a aussi des essais de chargement, etc. Tout ça c'est dans des recommandations, ça permet d'établir des projets avec un descriptif d'ouvrage, un moyen de contrôle, etc. Et que tout le monde y trouve son compte. Pour d'autres techniques, il n'y a pas trop de référentiels, des plots ballastés, du compactage dynamique, le système qui a été présenté par Cyril sur la consolidation atmosphérique que vous voyez derrière là. Tout ça, ça nécessite des planches d'essai pour voir comment gérer la réaction du terrain par rapport à ce qu'on a pu imaginer sur une note de dimensionnement. Le seul souci là-dedans, c'est faire prendre conscience au maître d'ouvrage de la nécessité des planches d'essai. Parce que le maître d'ouvrage, finalement, il fait appel à un bureau d'ingénierie, une entreprise, parfois un contrôleur technique, et il dit c'est tous des professionnels de la construction. Pourquoi ils veulent me vendre une planche d'essai? Ça sert à quoi? Moi, je commande une voiture, je veux une voiture qui fonctionne. Tout, c'est de partir avec une voiture qui puisse s'arrêter au prochain carrefour et que le système de freinage fonctionne. Alors, quand on part avec des systèmes qui n'ont pas trop de référentiel, alors on va se rattacher à certaines techniques qui se rapprochent ou qui ressemblent. N'empêche qu'il ne faut pas hésiter à faire ces planches d'essai préalables qu'il faut intégrer, bien entendu, dans les plannings de travaux. La chose que je disais au tout début, c'est pas que le planning, c'est la saison à laquelle vous allez faire vos travaux. Parce que quand vous allez faire, par exemple, du système-là en plein hiver, c'est peut-être pas l'idéal. Donc il y a aussi une fenêtre de tir de pouvoir réaliser tel ou tel procédé en fonction de la saison. Alors je terminerai par un autre sujet. Alors planche d'essai. Alors il n'y a pas trop de retour d'expérience sur le sujet. Alors on avait en fait une solution qui avait été décrite dans des pièces marché. Et puis une variante qui est arrivée. Alors bon, banco, on y va. Mais donc ça c'était des colonnes avec des systèmes d'injection. Là on a des tubes d'injection. Il fallait faire des colonnes réalisées avec du gel de silicate. Alors le principe c'était quoi? Alors, vous voyez ici c'est une trace d'un profilé métallique qu'on avait chargé pour simuler la charge d'un bâtiment avoisinant, et on devait avoir donc un rideau continu ici, puisque l'objectif c'était de faire un sous-sol contre-mitoyen, de faire un rideau continu avec ce procédé. Bon, c'était dimensionné un peu je dirais très classiquement, comme un mur-poids finalement, pour être simple. Donc on avait ici des performances à obtenir en termes de caractéristiques mécaniques et géométriques. Donc le mur continu, il s'est retrouvé à être un peu discontinu. Voilà. Et puis, arrivé à mi-excavation, il était décidé d'enlever la charge là-haut, parce que ça devenait dangereux, pour continuer quand même un petit peu à descendre pour voir ce qui se passait en profondeur. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Alors, l'entreprise en question avait quand même signé un marché avec l'entreprise générale. Ils ont fait leur salade dans leur coin. Ils ont quand même fait le chantier avec ça.
Enfin, le bâtiment avoisinant, il a été un peu endommagé et démoli à la fin quand même, avec toute une procédure comment on appelle ça, d'arrêté de péril. Donc vous voyez que les sujets sont quand même délicats. D'autres solutions que l'on peut trouver, et qui ont été un petit peu également évoquées, on va trouver les performances de matériaux améliorés par ajout de liants. Alors ça, c'est pour essentiellement les traitements de plateformes. Ça me fait penser à l'idée de... Bon, il y a quelqu'un qui avait étudié aussi le traitement de terrain en profondeur avec des tarières. Sachez que pour ce type d'intervention, bon, c'est traitement chaud ou chaud-ciment, il ne faut pas oublier les essais d'évaluation, hein, les essais d'aptitude au traitement du matériau, parce qu'on ajoute des éléments dans le terrain, donc il faut qu'on ait des résistances, mais surtout qu'on ne crée pas de gonflement du matériau. Et puis, il y a des outils là, d'épandage et puis de malaxage qui permettent d'avoir une mouture très fine du matériau pour éviter justement d'avoir des occlusions de matériaux qui n'ont pas été traités. Alors, on peut traiter, et puis... alors, quand on veut faire des remblais, il suffit de traiter, on met en dépôt et on retraite en dessous, et puis après, c'est des mouvements de remblai des blés avec des conditions de compactage du matériau. En zone sismique, vous avez également un petit ouvrage qui traite des systèmes de renforcement de sol en zone sismique, avec un petit résumé là sur le petit tableau des solutions qui peuvent être adaptées dans telle ou telle situation. Alors, en conclusion, si je pourrais terminer par ça, c'est que le maître d'ouvrage, il doit bien définir ses besoins en termes de fonctionnalité, hein, et choisir les prestataires en ingénierie et de travaux ayant la capacité de répondre aux besoins exprimés. Alors, vœu pieux, parce que parfois, on se retrouve confronté à des projets qui sont lancés dans le cadre d'entreprises générales. Donc le dialogue, il est entre le maître d'ouvrage, l'entreprise générale et le bureau d'ingénierie. L'entreprise générale qui va sous-traiter ensuite à l'entreprise spécialisée, elle n'aura pas forcément toutes les infos. Et de là peuvent naître quelques problèmes. Ensuite, c'est de trouver les bons référentiels à utiliser et connaître les limites de prestation des entrepreneurs et surtout les limites de performance, comme a dit par exemple Nicolas tout à l'heure, Nicolas Faure. Si on propose, tiens, on a une zone un peu décomprimée à 30 mètres de profondeur, bingo, la solution injection de résine. Déjà, il n'y a peut-être pas d'entreprises qui vont répondre parce que à 30 mètres, je vais avoir ma canule qui va figer parce que je vais avoir la réaction dans le tube d'injection. Donc c'est bien connaître les limites de chacune de ces techniques de manière à bien maîtriser le sujet. Quand il n'y a pas de référentiel, il faut que le maître d'ouvrage soit conscient des délais et des coûts associés à l'élaboration de ce référentiel, qui peut être assez long, et qui parfois, comme je vous l'ai montré pour les injections de silicate, remettent en cause carrément la solution. Et lorsqu'on décide d'engager une révision de référentiel, il faut des bonnes volontés qui ne se bousculent pas forcément à la porte. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Louis pour cette revue de référentiel. Il est 5 heures. Pile. Mais de l'après-midi, pas du matin. J'ai tenu les non, délais. Paris s'éveille, mais c'est le matin. Bon. Mais donc, si vous avez encore un petit peu de patience et si vous avez des questions, ce sera bien volontiers. Sur une photo, on a vu un camion sur une colonne ballastée. Oui. Et vous avez parlé de pénétromètre statique. Je pense que c'était un essai de chargement. Là, non, c'était pour passer. Alors, l'essai de chargement, généralement, l'essai de chargement, on le fait avec une... voilà, là, vous avez le pénétro. Pardon, il est là. Il est là, excusez-moi. Oui, c'est un chargement, ça. Non, ça, c'est un essai en pénétration. Ça, c'est un camion avec le pénétro. Statique sur une colonne l'essai de chargement, généralement, on utilise la pelle qui réalise les colonnes. On met une plaque et on fait un chargement avec un vérin.
sur la colonne ballastée. Mais Là, on est aux c'est- limites du système, là, parce qu'un Comment un pénétromètre statique sur une colonne ballastée, on est aux limites du système. Enfin, je veux dire, une colonne ballastée, c'est quand même des matériaux grossiers, graveleux. Oui, mais ça se fait au ouais. pénétromètre statique, au pénétromètre dynamique, et Dynamique, oui. pressiomètre. Il y a Pressiomètre, les oui. trois solutions. Statique, Voilà. je ne savais pas. Très bien, merci. Oui, il est là. Voilà, alors là, on voit peut-être pas bien, mais c'est entouré. Là, on dit, bon, la colonne, elle est à peu près là. Et puis ensuite, on lance l'essai dedans. Alors le problème, c'est que là aussi, c'est la limite du système. Puisque quand on fait un procédé, il faut pouvoir le contrôler. Ça veut dire qu'il faut des colonnes quand même relativement de beau diamètre, mais pas trop longues. Parce que il suffit qu'il y ait une petite déviation, soit de la colonne, soit de l'outil. Et puis après, on va lire sur le graphique des résultats. Alors, l'entreprise va dire, non, vous êtes sorti de la colonne, mais si on est dans la colonne, c'est toujours le sujet. Donc, il faut que le système puisse être, que le système de contrôle également qu'on va mettre en place soit adapté à la problématique que l'on recherche. Voilà. Une autre question? Lorsqu'on fait référence à un référentiel étranger, est-ce que c'est valable ? C'est valable, je dirais, tout dépend de ce qu'est ce référentiel étranger. Parce que s'il n'est pas évalué, s'il n'y a pas une évaluation, il faut se l'approprier déjà, et puis il faut qu'il y ait, je dirais, une évaluation, je ne sais pas quelle... ouais. Alors, par exemple, si on veut aller par là, bien que ce soit maintenant même dans une norme NFEN, pour les colonnes de jet, on avait avant une norme d'exécution, la NFEN, je ne sais plus quel numéro, qui disait quand on fait une colonne qui sert pour un élément en portance, il faut procéder à un essai de chargement, etc. Ça a été un peu squeezé. Et puis on a des règles qui sont maintenant un petit peu de dimensionnement, ce qui n'ont pas lieu d'être, dans la norme d'exécution, poussée par les Allemands. Bon, nous, en France, je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça, parce qu'on n'a pas forcément le retour d'expérience de ces règles. Alors, pour les règles étrangères, je mets un point d'interrogation, j'en sais rien. Dernière question. Ce sera moins une question qu'un commentaire. Sur les procédés qu'on voudrait mettre en œuvre qui n'existeraient pas ou qui n'ont pas fait l'objet de référentiel, tu as précisé que les planches d'essai étaient les bienvenues. Bon, l'essai de faisabilité, c'est évident. Par contre, il y a une méthode qui marche toujours en dimensionnement, c'est la méthode observationnelle. Ça, c'est une première chose. En tant que référentiel, ça existe toujours. Et l'autre remarque que je voulais faire, je regrette que tu n'aies pas parlé de l'instrumentation des ouvrages terminés, surtout quand ils sont innovants, parce que les retours d'expérience, s'il y a le moindre problème sur un procédé qui soit en cause ou pas en cause, en général, il faut commencer par savoir s'il a participé au dommage, au sinistre, ou ce qui se passe derrière. Et malheureusement, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour récupérer les informations minimales. Oui, alors plusieurs réponses. Pour la méthode dite observationnelle, effectivement, c'est peut-être l'objet de la planche d'essai avant de lancer la méthode observationnelle, si on peut dire ça comme ça, pour tout le chantier. Parce que ce n'est pas une fois qu'on a fini tout le traitement, admettons, qu'on se dit il y a un problème, ça ne marche pas. Donc c'est l'intérêt de la planche d'essai préalable. Pour ce qui est de l'instrumentation, on va faire de l'instrumentation aussi un peu plus sophistiquée lorsqu'on va faire ces premiers essais au démarrage du chantier, de manière à être à peu près sûr que ça va bien marcher. Parce que le fait ce qu'il faut savoir, c'est que l'instrumentation, bien sûr, que tout le monde y est favorable. La seule chose, c'est que dès que la réception de l'ouvrage est prononcée, l'ouvrage est restitué au maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage qui en prend possession. Il en a responsabilité pleine et entière. Il faut être sûr de ce qu'on en a fait, puisque derrière, une garantie décennale. Et aujourd'hui, à part l'histoire des tirants d'ancrage,
c'est très rare que l'on revienne sur des ouvrages qui ont été réalisés, parce que la maintenance, etc., tout ça, c'est pas forcément dans les us et coutumes. Ce serait bien, effectivement, mais c'est pas trop... malheureusement, c'est pas la voie qu'a choisie la législation française, où on restitue un ouvrage et il faut qu'il fonctionne, et une garantie décennale derrière. Mais j'approuve complètement le fait, si on pouvait avoir des retours d'expérience d'instrumentation d'ouvrages, ce serait l'idéal.